Sud Radio, Berkov dans tous ses états. C'était la chanson qui inaugurait tous les meetings de Donald Trump depuis l'entrée en campagne présidentielle. Et voilà, et hier encore à Mar-a-Lago, pendant qu'il prononçait son discours évidemment de victoire, eh bien on l'a entendu aussi. Alors ce que vous allez entendre aujourd'hui, c'est quand même assez exceptionnel, je dois dire que c'est le seul interview que Donald Trump a accordé à un journaliste étranger, en tout cas français, je ne sais pas s'il a accordé ailleurs, mais en tout cas en France, et c'était, je dois dire, enfin, et je l'ai interviewé, je me suis entretenu avec lui, en février 2016. Et donc, je suis à New York, il m'a reçu dans son bureau de la Trump Tower. Il était déjà le Donald Trump qu'on entend, que vous entendez à la radio, à la télévision, voilà, que certains aiment, que certains détestent. C'est-à-dire qu'il est brut de décoffrage. Et je dois dire juste une chose, il m'a pas du tout reçu comme un journaliste français. Et il dit, je vais parler au public européen. Là, il n'en avait rien à faire. Il me parlait comme si je venais de Cincinnati, de Boston, ou de Californie, ou d'ailleurs. Puisque ce qu'il m'a dit, il l'a répété, je l'ai entendu à la télévision, c'était donc sa première campagne, il était en pleine campagne présidentielle, présidence qu'il a gagnée en fin 2016, novembre, là, comme maintenant, il y a 8 ans. Et vous allez entendre, ce qui est très étonnant, et vous allez voir, c'est que vous allez voir que pratiquement tous les thèmes dont il a parlé dans cette campagne, et encore hier, eh bien, il m'en parlait il y a 8 ans. Voilà, nous sommes donc dans le bureau ovale et ensuite il faut que je le dise, la traduction, vous allez entendre le voice-over comme on dit, elle est due au directeur de Sud Radio Patrick Roger et à Bruno Dubois qui était aussi avec nous à l'époque, et vous allez voir que les thèmes, que ceux qu'il aborde je l'ai vu pendant 1 heure, là vous allez entendre une 20aine de minutes bien sûr, mais on va en parler en découpant peut-être quelques fragments. Eh bien voilà, Donald Trump, en février 2016, à la Trump Tower. Écoutez. Je pense qu'on a mis le doigt sur les points qui sont sensibles aux États-Unis. Les gens sont fatigués des leaders incompétents, fatigués de ceux qui ne savent pas ce qu'ils font, fatigués des politiciens corrompus, fatigués des décisions prises qui sont si mauvaises comme l'accord avec l'Iran et tant d'autres. J'ai touché un point sensible, alors tout le monde en parle, mais on va réagir, on va refaire de l'Amérique une grande nation. Vous savez, mon slogan c'est justement Make America Great Again. Tenez, ça c'est Time Magazine, c'est un excellent article. Ça parle de notre mouvement parce que c'est devenu un mouvement. L'auteur de cet article est considéré comme un grand auteur. Et je ne lui ai jamais parlé. Je ne savais même pas que ce serait en une. C'est pas mal, ça vient juste de sortir. Oui, je l'ai lu, ça parle de ce que vous avez apporté de nouveau en politique. Parce que vous faites de la politique du 21e siècle. Vous avez court-circuité les intermédiaires à la télévision, sur Facebook et sur Twitter. Vous tweetez d'ailleurs sans arrêt. Eh bien, entre Facebook, Twitter et Instagram, j'ai 12 millions d'abonnés. Quand vous en avez 12 millions, vous savez, c'est beaucoup. Et ce ne sont pas des adolescents qui suivent une mode. Ce sont tous les auteurs, tous les personnes d'influence de ce pays. Mais quand vous avez 12 millions d'abonnés, c'est comme si vous aviez le New York Times, sans perdre de l'argent. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on peut créer de toutes pièces. Donc, ce qui se passe, c'est vraiment incroyable. But he covers it very nicely. Yes, very good. But how did you?
Mais c'est ce que vous recherchiez d'ailleurs dès le début. Parler directement aux gens sans intermédiaire, non? Oui, c'est ce que je recherchais, mais je ne m'attendais pas du tout à ce que ça devienne un mouvement. C'est un mouvement. Vous savez, quand je suis allé en Alabama, il y avait 35 000 personnes qui m'attendaient, l'équivalent d'un stade de foot. À Dallas, on avait 21 000 personnes. On a rempli le stade de l'équipe de basket des Mavericks de Dallas. En Oklahoma, la semaine dernière, 20 000 personnes. On rassemble régulièrement des foules de 20 à 30 000 personnes. Il y a d'autres candidats qui réunissent 50 personnes, quand moi, j'en ai 12 000. Incroyable. Oui. Des gens qui vous attendent dans le froid, c'est incroyable. Hein. Et des enfants, hein, incroyable. Et qu'est-ce que vous pensez de la résistance qui s'organise contre vous? Le tout sauf Trump, qui va de la gauche d'Hollywood aux conservateurs. Ça vous fait quoi? Tout ça m'honore. Moi, je finance moi-même ma campagne. Donc, je n'ai pas besoin de l'argent de qui que ce soit. Et c'est ça que les gens adorent. Parce que Hollywood et les conservateurs sont sous le contrôle des lobbyistes, les intérêts privés, etc. Et moi, je ne prends pas cet argent-là. Et c'est ça qui est incroyable. Regardez la National Review, le journal des conservateurs qui est contre moi. Ce journal est en train de mourir. En parlant mal de moi, ils m'ont aidé. Mais en même temps, vous n'êtes pas un vrai conservateur. Si je pense que je suis un conservateur, c'est eux qui ne veulent pas me voir comme un conservateur. La seule chose qu'ils n'aiment pas chez moi, c'est que je refuse les donations pour ma campagne. Ils voudraient me donner de l'argent parce qu'ils veulent me contrôler. Ils ne m'aiment pas parce que je n'ai pas besoin d'argent. J'ai déjà beaucoup d'argent. J'ai construit une grande entreprise, une entreprise formidable. Vous savez, quand je me suis présenté, ils n'en sont pas revenus. Quand ils ont vu que mon entreprise était si grande, en fin de compte, j'étais beaucoup plus riche que ce que tout le monde pensait. Vous savez, ils pensaient que je ne me présenterais pas. Mais quand je me suis présenté, tout le monde a vu que je pèse plus de 10 milliards de dollars. Waouh, ils ont dit. Waouh, ils ont dit, alors je ne sais pas s'ils diraient waouh aujourd'hui, parce que Donald Trump, il faut le dire, n'en est plus à 10 milliards de dollars. On sait que c'est quand même assez rare. Il a perdu pratiquement la moitié de sa fortune depuis tout ce qui s'est passé et qu'on a essayé effectivement de l'effacer, hein, à tout point de vue et à tous les angles et de toutes les façons. Donc il n'est pas pauvre, il n'est sûrement pas SDF, mais il n'a pas les 10 milliards qu'il avait à l'époque où il me parlait. Mais ce qui est intéressant, c'est que tous les thèmes sont là. Regarde, le thème de la désintermédiation. Ça veut dire, puisque la presse est contre moi, puisque les médias sont contre moi, eh ben, je vais parler aux réseaux sociaux. Déjà, en 2016, c'est intéressant, il parlait Twitter, Facebook, Instagram, etc., etc., etc. Il était déjà branché sur l'alternative et c'est une des raisons pour lesquelles il avait gagné en 2016. C'est-à-dire, il dit, je vais parler directement du producteur au consommateur, puisque les intermédiaires sont contre moi, eh ben, je vais y aller directo. C'est très intéressant et comme il expliquait, effectivement, voilà, les politiciens corrompus, je les connais, moi je ne suis pas eux, et puis j'ai pas besoin de leur donation, je n'ai pas besoin de leur subvention. C'est clair que à quelqu'un comme Donald Trump, s'il n'avait pas eu derrière lui une carrière de promoteur d'immobilier avec les milliards derrière, n'aurait jamais pu se lancer, on ne l'aurait jamais laissé se lancer dans cette histoire au-delà de ses qualités. C'est donc, si vous voulez, tout à fait déjà caractéristique, et vous voyez, c'est exactement le même ton, le même ton qu'il emploie. Ses ennemis, ils se cassent tous la gueule, vous avez marqué, voilà qu'on dit de moi, le côté narcissique, c'est clair, et ça, il a un ego surdimensionné, mais évidemment, c'est comme ça que ça marche chez ces gens-là, et c'est comme ça que ça avance. Second chapitre de l'entretien. Alors, nous allons faire une petite pause, mais si vous voulez réagir ou si vous voulez poser votre question sur cette interview qu'André Berkoff avait faite dans Donald Trump, alors candidat républicain en 2016, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états.
Nous sommes en février 2016, en pleine campagne présidentielle, première campagne présidentielle de Donald Trump. Je suis dans son bureau de la Trump Tower, au 4e étage, au 5e étage, je ne me rappelle plus. Enfin, et donc, il me parle et je lui ai demandé, vous avez entendu, écoutez ce qu'il dit, mais pourquoi ça marche? De quelle façon ça marche pour vous? Et là, c'est intéressant parce que le premier discours qu'il a fait en juin 2015, au moment où il a commencé à lancer sa campagne électorale. Et sa campagne électorale, c'est très intéressant quand on pense à aujourd'hui, c'était autour de la construction du mur. Il disait, je vais construire un mur à la frontière mexicaine pour empêcher ces millions d'immigrants qui rentrent. Et vous avez vu ce qui s'est passé, il a construit ce mur, Biden et Harris ont démoli en partie et ont laissé rentrer effectivement des millions d'immigrants. Et la question de l'immigration est redevenue comme une question essentielle dans la campagne de 2024, comme par hasard. Écoutez ce qu'il disait là-dessus. Nous avons commencé par le mur parce que nous avons un énorme problème d'immigration. Tous ces gens qui traversent notre frontière, on a un énorme problème avec l'immigration clandestine. C'est moi qui ai commencé à en parler. Si je ne l'avais pas fait, absolument personne ne parlerait de ça en ce moment. Vous voulez dire que personne n'oserait, quoi, c'est ça? Oui, et c'est devenu un sujet important, autant pour l'économie que l'insécurité. Maintenant, c'est devenu un des thèmes principaux de la campagne, pour tout le monde. Et à propos des musulmans, quand vous dites que vous voulez interdire les musulmans d'entrer aux États-Unis, quand même, vous y allez fort, là, non? J'ai beaucoup d'amis musulmans et ils comprennent, ils sont d'accord avec moi. Oui, on a un problème, il faut qu'on comprenne d'où ça vient. Il faut qu'on soit très vigilant, qu'on fasse attention. Il faut regarder ce qui se passe à travers l'Europe et dans le monde entier. C'est ça que j'ai dit. Je me suis fait insulter, mais une semaine après, tout le monde disait « Trump a raison ». Aujourd'hui, tout le monde revient sur ce qui se passe, mais moi j'ai été le seul à avoir le courage. Ouais, vous n'allez pas généraliser pour tous les musulmans. Oh non, j'ai beaucoup d'amis musulmans et ils me remercient d'avoir dit ça. Ils me disent que grâce à moi, aujourd'hui, il y a un dialogue sur le sujet. Les gens en parlent. Alors ça, c'est très intéressant pour dire, ah là là, regardez cette attitude paternaliste, quoi, raciste. Oui, j'ai beaucoup d'amis musulmans. Mais ce qui est intéressant dans ça, c'est que les musulmans s'en aperçoivent. Vous savez que dans cette campagne de 2024, il y a au Michigan, à Dearborn, une des villes où a majorité islamique et où il y a un maire musulman. Eh bien, les musulmans, les autorités musulmanes de cet État, de cette ville, ont déclaré qu'ils votaient pour Donald Trump. Ce qui est quand même intéressant par rapport à ce qu'on pourrait dire sur lui de ce point de vue-là. Et donc, on parlait comme ça, et à un moment donné, sa secrétaire rentre et dit, écoutez, monsieur Trump, vous avez des rendez-vous, etc. Et moi, on était à une demi-heure à peu près, et je me suis dit, attends, j'ai envie quand même de rester un peu avec lui. Et qu'est-ce que je peux lui dire pour qu'il reste? Et je lui parle. Je lui dis, qu'est-ce que vous pensez du Bataclan? C'était quelques mois après le massacre du Bataclan, effectivement, on se rappelle, en novembre 2015. Et bien là, il s'est assis. Il s'est assis et il a commencé à me parler. Et il n'a pas arrêté, en tout cas pendant un moment, de me parler de la France et de l'Europe. Écoutez. Merkel a commis une terrible erreur en accueillant tout le monde. Ce qui se passe en ce moment en Europe risque de conduire... C'est épouvantable ce qu'ils ont fait là en Europe. Regardez ce qui se passe en Allemagne, regardez ce qui se passe à Bruxelles. Je suis allé à Bruxelles il y a quelques années, c'était magnifique. Aujourd'hui, c'est comme un camp retranché. Si on ne règle pas le problème correctement, ça conduira à l'effondrement de l'Europe. Il y aura des révolutions. Une guerre civile, vous voulez dire? Je ne sais pas. Des révolutions, regardez en Allemagne. J'y ai des amis, ils sont éberlués. Ils n'en croient pas leurs yeux, c'est très grave. À propos de Poutine, si Donald Trump, vous-même, donc vous devenez président, quelles seront vos relations avec Poutine? Il vous a couvert de compliments. Hein. Et oui. Il a dit que j'étais brillant.
Il a dit aussi que j'étais le leader d'une très grande partie des États-Unis. Je pense que j'aurais d'excellentes relations avec lui. Ce serait formidable que les États-Unis s'entendent bien avec la Russie. Il n'y a pas de raison pour que ça se passe mal. Et vous pourriez faire un deal avec lui alors? Je ne signerai que des accords qui sont bons pour les États-Unis, mais ce serait bien si on avait de bonnes relations avec la Russie. En ce moment, le Obama et Poutine ne se parlent même pas. Parlons maintenant de la France. Vous connaissez quelques hommes politiques français? La France n'est plus le pays qu'elle était autrefois. Paris n'est plus la même ville, c'était la ville lumière. Aujourd'hui, quand vous regardez ce qui est en train de se passer, certains quartiers de Paris n'étaient pas comme ça il y a 25 ans. Regardez les horribles événements qui ont eu lieu il y a 2 mois. Vous avez déclaré que si les gens avaient été armés, l'issue aurait pu être différente. Vous avez en France des lois très strictes sur le port d'armes. Du coup, ceux qui avaient une arme au Bataclan, ce ne sont pas ceux qui se sont fait massacrer, ce sont les terroristes qui avaient des armes. Il n'y avait pas d'armes pour riposter. Si les balles avaient été tirées dans l'autre sens, vous n'auriez pas eu ce problème. Vous n'auriez pas eu 130 morts. Et plus de 300 blessés. Hein. Oui, gravement blessés. Si vous aviez eu des armes, il y aurait eu quelques victimes, mais les autres, les terroristes, ils auraient été tués tout de suite. Vous n'auriez pas eu besoin d'attendre votre police, qui au passage a fait un excellent travail. Vos policiers ont été très courageux, ils ont très bien travaillé. Mais là, vous avez des gens qui se sont fait tirer comme des lapins. Ils étaient assis là, lève-toi, boum, boum, lève-toi, boum, boum. Si quelques personnes avaient porté une arme à la ceinture, des balles auraient été tirées dans l'autre sens. C'est du bon sens, ok? Oui, c'est terrible, on n'a pas le même discours, on ne comprend pas la même chose en Europe. C'est formidable hein, de dire qu'on a des lois dures sur le port d'armes. Mais les gens qui ne respectent pas la loi se moquent du contrôle du port d'armes. Alors les terroristes sont entrés avec des armes très sophistiquées, des kalachnikovs et d'autres armes. Ils auraient pu tenir encore plus longtemps s'ils avaient continué à tirer. Vous avez eu 130 morts, beaucoup de blessés. C'est vraiment très triste. Alors je le répète, si j'avais été au Bataclan, au moins on aurait eu une chance. Si 4 ou 5 gars avaient été armés, les balles seraient parties dans l'autre sens. Les spectateurs armés auraient tué cette racaille. Vous savez, cette pièce remplie de personnes désarmées, c'est un cadeau pour les terroristes. Ils savent qu'ils ne risquent rien, vous voyez ce que je veux dire? Absolument, oui. C'est pareil avec votre magazine Charlie Hebdo. Il n'y avait pas d'armes là-bas. Pas d'armes. Bref, 130 morts à Paris en novembre. Beaucoup plus qui vont mourir. Ou dont la vie ne sera jamais plus pareille. Avec des armes, vous n'auriez jamais eu ça. Vous auriez eu quelques morts et blessés, mais vous n'auriez pas eu 130 morts. Alors, quelle est la solution? Est-ce que nous avons besoin d'un leader fort en France? C'est quoi le problème pour vous? Je ne sais pas ce que la France va faire. Mais si les gens n'ont pas le droit de se défendre, ça va se reproduire, comme à Charlie, comme au Bataclan. C'est inévitable. Personne n'est armé, personne ne peut se protéger. Paris est une ville désarmée. Ça va recommencer. Ça va recommencer à Paris. Je suis très fort pour prédire les choses. Intéressant, non? Par rapport à la sécurité, par rapport à ce qui se passe, par rapport à l'ensauvagement, par rapport à tout cela, hein, la France Orange Mécanique et... C'est intéressant ce qu'il dit. Et lui, il dit d'ailleurs, il n'était pas dans l'interview, mais à un moment donné, il a ouvert son tiroir, il a sorti un Colt 45, je crois que c'était un Colt 45, je suis pas très fort en armes. Il a dit, voyez, moi j'ai ça. Et j'aurais été à Bataclan, et ben j'aurais tiré, je me serais peut-être fait descendre, mais j'aurais tiré. Voilà, c'est Trump. Il dit, oui, mais écoutez, vous faites tirer comme des lapins. Si la peine de mort n'est appliquée que par les gens qui ont le droit de tuer et qui tirent, vous voyez, il parlait un peu comme un certain humoriste, Alphonse Carr, qui disait, vous savez,
savez, c'est terrible, je suis contre la peine de mort, mais que messieurs les assassins commencent. Je crois que nous avons un auditeur qui voudrait réagir ou poser une question. C'est Bruno de Paris. Bonjour Bruno. Bonjour Bruno. Oui, bonjour. J'aurais voulu demander à André comment il avait réussi à obtenir en fait cet entretien avec Donald Trump. Est-ce que c'est aussi la reconnaissance du travail et de l'honnêteté de son émission où il y a du contradictoire, où les gens ne disent pas tous la même chose. C'est vrai que quand on a lu la presse française ou américaine ces derniers jours, on se rend compte qu'ils étaient tous favorables à Kamala Harris. Donc, comment André a fait pour avoir cette interview? Est-ce qu'il peut nous le dire? Alors oui, tout à fait. Non, pour être tout à fait franc, vous savez, Donald Trump n'écoutait pas Sud Radio, hélas pour lui. Mais effectivement, donc, je l'ai eu par amitié, c'est-à-dire par quelqu'un qui connaissait très bien Donald Trump, et Donald Trump n'a accordé pratiquement aucune interview à un journaliste étranger, en tout cas à un journaliste français. Il s'est passé, c'est vraiment là, par la grâce de l'amitié, et quelqu'un qui l'a appelé, il a dit voilà, je connais quelqu'un à Paris qui aimerait beaucoup vous voir. C'était au moment où, vous savez, on parlait de Donald Trump, donc rappelez-vous, c'était le début de sa campagne, et on parlait de lui comme une espèce d'hurluberlu, presque un clown. Moi j'entendais ça, y compris à mes amis intellectuels de New York et de Californie. Mais bon, qu'est-ce que tu perds ton temps à aller voir Trump? C'est Hillary Clinton va gagner, c'est fini, c'est plié, etc. J'ai dit écoutez, moi ça m'intéresse, j'entends ce qu'il dit, ça m'intéresse, et j'ai dit je voudrais aller le voir. Voilà, c'est comme ça que je l'ai rencontré, Bruno, et qu'il m'a accordé cette interview à New York. Et vous voyez, quand on l'entend, c'est quand même intéressant de voir que tous les problèmes qu'il aborde sont toujours là et ont constitué et constituent toujours, pas seulement pour les États-Unis, mais pour nous en Europe et ailleurs. Il parle de l'Europe, il parle de la France, il parle de la sécurité. C'est quand même intéressant de voir que ce n'est pas simplement le fou délirant que l'on nous décrit ici et là. Merci Bruno. Dans quelques instants, André Berkoff revient pour nous raconter cette interview que Donald Trump lui avait accordée en 2016, alors qu'à l'époque, il était candidat des Républicains. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Vous voyez ce que c'est ça? Ça, c'est la musique américaine, que ce soit le rock'n'roll et autres. Qu'est-ce que c'est? C'est l'énergie. Ça, c'est vraiment, c'est comme vous mettez là dans une station-service, vous prenez le tuyau d'essence et vous le buvez. C'est de l'énergie. C'est ça la musique américaine. C'est ça le rock'n'roll américain. C'est ça le pop américain. La pop américaine, c'est de l'énergie. Et c'est intéressant parce que c'est ça qui fait des hommes comme Trump et compagnie. Même s'ils ne connaissent rien au rock'n'roll, c'est pas le problème. C'est que ce qui prime, c'est l'énergie. On n'arrête pas, on n'arrête pas. On échoue, on recommence. On se casse la gueule, on recommence. Alors c'est quand même un certain type d'humain, mais qui est intéressant à voir évoluer. Et la preuve. Alors on est toujours en février 2016 dans le bureau de Donald Trump, dans la Trump Tower sur la 5e avenue à New York, et il me parle de son rapport avec le peuple. Je rappelle qu'il est dans sa première campagne électorale, et je rappelle encore une fois que c'est un multimilliardaire à l'époque, un multimilliardaire de l'immobilier. Vous savez quoi? J'ai toujours eu un contact très fort avec les travailleurs, les gens qui travaillent dans le bâtiment, les pompiers, les policiers. J'ai toujours eu un grand respect pour eux, alors que ce n'est pas le cas de beaucoup de gens très riches. Mais tous ces gens-là, ces travailleurs, c'est d'eux dont il s'agit. Et je me suis toujours bien entendu avec eux. Si ce n'était pas vrai, je ne serais pas en train de vous parler, et en ce moment, on ne parlerait pas de moi. Beaucoup, des dizaines de milliers d'hommes et de femmes qui travaillent dans mes entreprises. Et j'aime ces contacts, j'aime parler aux gens, les écouter, leur répondre. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de riches qui peuvent en dire autant. C'est pour ça que l'establishment vous déteste. Ils me détestent, ils doivent prendre des calmants, tout ce qu'ils trouvent. Écoutez, on verra bien comment ça va finir. Il nous reste encore un bon bout de chemin à parcourir. Mais ce qui compte, c'est que nous avons marqué les esprits. Et je pense qu'à la fin, les Américains seront heureux.
Intéressant. Et il vient de parler, vous savez, son discours hier soir, oui, on va faire tout pour que les Américains soient à nouveau heureux, encore plus heureux qu'avant, etc. Et c'est intéressant, vous voyez, parce que les républicains qui étaient censés être les conservateurs, des riches, etc., par face aux démocrates qui représentaient le peuple, aujourd'hui, qui a voté pour Trump? Qui a voté pour Trump? C'est l'Amérique du centre, l'Amérique des profondeurs, l'Amérique des petits et des sans grades, entre autres, et qui sont très très nombreux, frappés par l'inflation, par la hausse des prix, par le pouvoir d'achat, par la misère, etc., etc. Ce milliardaire a réussi, à tort ou à raison, à drainer derrière lui quand même une masse de gens, et c'est intéressant. Et pourquoi je vous raconte ça? Je vais quand même vous raconter une anecdote sur Donald Trump. Parce que je l'ai connu en fait avant 2016. Je l'ai connu, je faisais un grand reportage sur les hôtels mythiques du monde, ces hôtels historiques où sont passés les sportifs, les vedettes, les stars. C'est assez passionnant. J'ai eu la chance de parcourir un peu le monde en regardant ces lieux mythiques. Et donc, à l'époque, j'étais allé au Plaza de New York, qui est tout près de Central Park. Pourquoi je vous parle de ça? C'est très simple. Il y avait un directeur général qui était français, que je connaissais. Il m'a dit, est-ce que tu as envie de rencontrer le propriétaire du Plaza? J'ai dit, c'est qui? C'est Donald Trump. Donald Trump, à l'époque, c'était vraiment un mania de l'immobilier. Voilà, on le connaissait. Il était très people. Il avait son émission de télévision. Enfin, ou même pas encore. Non, c'était en 1989. Il n'avait pas d'émission de télévision à l'époque. Mais enfin, il était déjà très connu dans New York. Il avait construit dans Manhattan et tout ça. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que donc je le rencontre. C'est déjà Donald Trump, mais encore Donald Trump, businessman. Et je précise quand même que par rapport à d'autres fortunes, c'est intéressant, que ce soit Elon Musk ou Trump ou d'autres, ceux-là ont fait des milliards dans des choses pratiques, pas dans les finances, pas dans la spéculation sur les monnaies, pas dans cette spéculation, non, sur des choses concrètes. Sur le mobilier, la fusée, la voiture et autres. C'est ça qui est intéressant par rapport à ceux qui ont fait des fortunes tout aussi importantes et même plus importantes, mais sur la monnaie ou la spéculation sur les monnaies et autres. Et je lui dis, on parle comme ça, et à un moment donné, il me dit, c'est encore Trump, déjà très mégalo et très narcissique, il me dit, vous savez, moi je connais le prix de vente de tous les gratte-ciel de Manhattan à $1000 près. Arrête, moi je ricane, je lui dis arrêtez. Il y a je sais pas combien de milliers de gratte-ciel à Manhattan, vous ne pouvez pas connaître tous les prix. Il me dit vous me croyez pas? J'ai dit non, je vous crois pas. Il me dit bon, écoutez, on va faire un pari. Vous allez dans une agence immobilière que je ne connais pas, vous allez choisir 5 immeubles et on va les visiter après, et puis voilà, vous aurez les prix, on va vous donner les prix actuels de vente. Hein. C'était donc, je vous rappelle, donc il y a 30-35 ans cette histoire. Et je me rappelle, je vais donc dans une agence immobilière, je ne prends pas évidemment l'Empire State Building, ni le Chrysler Building, tous les buildings connus à New York, je prends vraiment des gratte-ciel pas du tout connus, dans des rues, etc. J'en prends 5. Et j'appelle son secrétariat le lendemain, j'ai dit voilà, si M. Trump est tout à fait d'accord, donc on pense à limousine le lendemain, et on va, et je lui dis voilà, celui-là, et celui-là. Eh bien, je vous assure, il connaissait le prix de vente à moins de $1000 près. Et j'étais assez bluffé. Et il en parlait, c'est ça qui est drôle, comme un berger parle de ses moutons. Voilà, c'était assez marrant. Voilà, c'est ça Trump, encore une fois, qu'on aime ou qu'on déteste. Le personnage est quand même plus complexe que ce qu'on essaye de dire.